Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui, c'est le premier point lecture de 2021 et pour commencer l'année, j'ai 5 romans à vous présenter. Alors il y a un roman que j'ai lu en 2021 et tous les autres, ce sont les livres que j'ai lus fin 2020. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de point lecture. Vu que je faisais énormément de vlogs dernièrement, j'avais moins l'occasion de faire des points lecture. Et du coup, j'espère que je ne suis pas rouillée et que tout va bien se passer. On croise les doigts très fort. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du roman de Sarah Morgan, Mariage sous les flocons. Donc je vous l'ai déjà dit, tous les ans je lis le Sarah Morgan qu'on a la chance de voir traduit pour Noël, puisque elle en a fait pas mal sur le thème de Noël. Et du coup, tous les ans, je me régale avec ses lectures. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman, malgré un départ un peu compliqué pour moi, parce que j'avais beaucoup de mal avec plusieurs personnages, en tout cas avec l'attitude qu'ils avaient, et les raisons, et ce qui les animait. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal, je trouvais ça hyper déplacé, en fait, bref. Donc voilà, je vais vous parler de l'histoire. Donc on va suivre une famille qui se compose de 4 personnes, les parents, Maggie et Nick, je crois que c'est Maggie, hein, ouais. Maggie et Nick, et leurs 2 filles, Rosie et Cathy. Cathy étant l'aînée et Rosie la plus jeune. Rosie a eu pas mal de problèmes de santé quand elle était petite, et du coup, elle est considérée comme la plus fragile, elle est assez jeune, je crois qu'elle a 22 ou 23 ans, et c'est vrai qu'ils ont tendance à tous un peu la surprotéger, particulièrement sa grande sœur, Cathy, qui a même fait le choix de devenir médecin, pour essayer de soigner et de protéger sa petite sœur qui est atteinte d'un très fort asthme, en fait, mais vraiment très très fort, hein, un asthme très très présent. Voilà, donc Cathy, l'aînée, a fait un peu les choix de vie et les choix professionnels en fonction de sa petite sœur. Et Maggie, la maman, a un peu sacrifié toute sa vie, sa carrière et sa vie de femme, etc. Alors un sacrifice voulu, hein, bien sûr, mais quand même, elle s'est oubliée pendant des années au profit de ses filles, puisqu'elle voulait élever ses filles, passer du temps avec ses filles. Nous, on arrive à un moment précis, puisque les fêtes de Noël vont avoir lieu bientôt, que c'est un moment très important pour toute la famille, principalement pour Maggie qui adore Noël et qui adore fêter ça dans son petit cottage anglais, là, elle aime trop, sauf que tout va être chamboulé quand Rosie, qui fait ses études aux États-Unis, va les appeler pour leur annoncer qu'elle se marie. Voilà, ça fait quelques semaines seulement qu'elle connaît son mari, enfin son futur mari, et en fait elle a décidé de l'épouser. Ils vont se marier à Noël, à Aspen, donc aux États-Unis, et du coup toute la famille doit partir aux États-Unis pour le mariage de Rosie. Sauf que Maggie le vit très mal, déjà elle va pas être là pour les préparatifs du mariage, donc elle le vit très très mal. En plus, ça gâche ses fêtes de Noël qu'elle attendait depuis très longtemps parce que c'était vraiment c'est le seul moment de l'année où ses filles sont à la maison et où finalement elle retrouve ce rôle de maman qui lui manque. Et surtout, depuis plusieurs mois, Maggie et Nick sont séparés. Et du coup, ils comptaient l'annoncer à leurs filles quand elles allaient venir, sauf que comme elles ne viennent pas, ça devient compliqué. Et en fait, Maggie ne veut surtout pas annoncer à leurs filles en fait qu'ils sont séparés pendant le mariage de la plus jeune. Donc elle va demander à son futur ex-mari de jouer le jeu et ils vont faire semblant que tout va bien entre eux pour le mariage. Voilà, ça va être assez chaotique. Sachant qu'en plus Maggie a une trouille pas possible des avions, ça va donner lieu à des scènes assez cocasses. Ensuite on a Cathy donc, qui est médecin et qui ferait n'importe quoi pour sa sœur, donc évidemment qu'elle va aller à Aspen pour le mariage, sauf que l'idée que Cathy a, c'est que pour elle, il n'y a pas d'autre option. Pour elle, c'est une erreur, Rosie ne devrait pas se marier, c'est un coup de tête, elle n'a pas réfléchi. Pour elle, voilà, c'est pas une bonne décision, donc finalement, Cathy, si elle va à Aspen, c'est pas pour participer au mariage de sa sœur, c'est malheureusement pour tout faire pour empêcher le mariage de sa sœur. Donc voilà, donc je dois dire que moi, personnellement, j'ai été assez dérangée par tout ça, le fait qu'ils se rendent au mariage, qu'ils mentent tous à Rosie, et qu'en fait ils viennent tous en mentant en fait. C'est-à-dire que Cathy ne vient que pour une chose, c'est détruire le mariage potentiel. Nick et Maggie ils viennent parce que ils veulent pas ne pas être là. Et en même temps, ils mentent, ils continuent à mentir puisqu'ils font semblant d'être amoureux. D'ailleurs, c'est très drôle et c'était vraiment finalement les personnages qui m'ont le plus touchée parce que le fait d'entretenir ce faux couple, ils vont être amenés à rencontrer la future belle-mère de leur fille, et en fait elle pense que pour eux c'est un peu une seconde lune de miel, donc elle leur propose plein de trucs, elle leur prévoit des sorties en amoureux, des trucs pas possibles, et eux vu qu'ils s'aiment plus, c'est compliqué en fait de faire toutes ces choses,
Et à côté de ça, eh ben, ça va leur permettre de vraiment faire le point, de prendre du temps pour eux, chose qu'ils ne faisaient plus depuis des années, et chacun de se remettre réellement en question sur eh bien, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ce que la vie a fait, voilà, enfin ce que la vie a fait d'eux en gros, et puis bah forcément des sentiments vont renaître quoi. Et j'ai trouvé leur histoire vraiment touchante parce qu'elle avait vraiment un côté vrai en fait de ce, vous savez, de ces couples qui sont ensemble depuis tellement longtemps, qui ont vécu tellement de choses, qui ont été pris par beaucoup de choses, le travail, les enfants, et qui finalement ont le sentiment que leurs sentiments s'étiolent petit à petit, mais que ces sentiments sont toujours là et que finalement il suffit de temps en temps juste d'un petit truc, d'un petit clac là pour faire repartir. Et ça c'était hyper touchant. Rosie doit se dépatouiller avec tout ça et surtout avec sa grande sœur qui est insupportable parce qu'à vouloir la surprotéger, elle en devient mais insupportable. C'est-à-dire que qu'en fait elle laisse rien faire à sa sœur. Elle a toujours raison, elle l'infantilise à un point mais hallucinant. Moi, à la place de Rosie, littéralement, je pèterais un câble. Hein. Même si c'est fait par amour, je supporterais pas. Et en fait, c'est ce qui m'a gênée dans le roman, c'était ça au départ, c'était Cathy, en fait. Cathy qui... alors, on sait qu'elle a eu un traumatisme, elle dit pas trop ce qui s'est passé, il y a eu un problème aux urgences là où elle travaille, mais elle dit pas trop ce qui s'est passé. Mais on sent qu'elle est quand même traumatisée. Mais quand même, elle a ce côté où elle a toujours raison, où elle sait mieux que tout le monde, en tout cas, elle sait mieux que sa sœur, pour sa sœur, hein, c'est-à-dire que... tu feras ce que je te dis parce que je sais ce qui est mieux pour toi, c'est insupportable, clairement c'est insupportable, mais voilà, au fur et à mesure on va savoir pourquoi elle fait ça, et elle devient un peu plus touchante. J'aimerais bien du coup maintenant avoir un tome et un livre sur Cathy, puisque il y a la naissance de quelque chose dans ce livre, et j'aimerais bien savoir la suite. Voilà, maintenant au niveau ambiance, neige, hiver et tout, c'était trop bien. Sincèrement, vous pouvez le lire en dehors de Noël, parce que clairement, on sait que ça se passe à Noël, mais il n'y a pas, si vous voulez, un élément... Enfin voilà, on n'est pas non plus autour, on parle pas que de Noël, loin de là. C'était une chouette histoire de famille, j'ai beaucoup aimé, même si, voilà, je vous dis au départ, c'était pas forcément gagné. Toujours, quand on parle de Noël, j'ai lu Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Donc ça, c'est une réédition, puisque c'est une édition collector, je crois qu'il y a 3 tomes dans cet univers. Donc là, c'est le premier, c'est les prémices, où on va voir la naissance du Père Noël. Alors on est dans un monde, en gros, on te dit qu'il s'est passé un truc particulier et tous les êtres surnaturels ont quitté la planète. Les fées, les anges, tout ce que tu veux. Tout le monde est parti. Il n'y a plus rien de surnaturel sur Terre. La seule chose qui existe, c'est Saint-Nicolas. Voilà, sauf que on se rend compte au fur et à mesure que Saint-Nicolas, eh ben, plus personne n'y croit vraiment et qu'il n'a plus forcément l'attention et l'amour des enfants. Donc, les fées et compagnie vont se dire « Ah, tata, il faut qu'on agisse, il faut qu'on réagisse et il faut qu'on trouve surtout un remplaçant à Saint-Nicolas. » Donc eux, ils vont se mettre en quête du remplaçant de Saint-Nicolas, en sachant que la personne qui va remplacer Saint-Nicolas va devoir faire beaucoup de sacrifices, hein, puisqu'elle va devoir quitter sa famille, elle va devoir s'isoler complètement, vivre avec des lutins, etc. Alors on n'est pas encore dans l'histoire du Père Noël, puisque Saint-Nicolas n'est pas un Père Noël, il n'a pas le même but, hein, voilà. Donc voilà, on suit cette histoire, on suit ces fées qui veulent... qui veulent avoir un remplaçant pour Saint-Nicolas, je me perds. Et à côté de ça, on suit un petit garçon, j'oublie toujours son nom, Harold. On suit un petit garçon, Harold, qui est vraiment, mais le gamin qui a le moins de chance au monde. C'est une horreur. On est au 19e, je crois que je vous l'ai pas dit, on est au 19e, on est en 1850. Alors Harold, c'est un orphelin qui va avoir vraiment pas de chance et qui va finir par se retrouver dans une ferme pour rembourser une dette aberrante, il va vivre un enfer, hein, ce gamin, vraiment, il a vraiment pas de bol, il va être accusé des pires choses, alors que finalement, la seule chose que lui voulait, c'était vivre en paix, lire et écrire, et puis voilà, avoir sa petite vie tranquille, mais on ne lui laisse pas cette occasion, et il va tomber sur des lutins qui vont l'aider et peut-être le transformer en Père Noël. Voilà, on a un peu toute la genèse comme ça, toute l'histoire du Père Noël, c'était très sympa, c'est extrêmement bien écrit, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Dickens. Harold, pendant certains moments, m'a fait penser à, je sais pas si vous avez lu La petite fille aux allumettes, et ben ça m'a un petit peu fait penser à ça, dans son malheur et sa tristesse. J'étais un peu en mode, wouh, je suis dans une histoire hyper triste de Dickens, un truc de ouf, mais c'était vraiment chouette, je lirai la suite avec plaisir l'année prochaine.
parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je lisais un roman de Romain Sardou, et franchement je sais pas si c'est toujours écrit comme ça, parce que là je pense que c'est assez particulier vu qu'on parle de Noël, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très très chouette. On y découvre plein de choses. Alors je préfère La véritable histoire du Père Noël, j'ai préféré. Celui-là est un peu moins accessible parce que l'écriture est un peu plus travaillée, je trouve. Ça reste très bien, mais c'est vrai que ouais, j'ai quand même une petite préférence pour La véritable histoire du Père Noël, mais bon, comme il est introuvable, franchement, n'hésitez pas à vous rabattre sur celui-ci parce qu'il est vraiment chouette. Et si vous l'avez pas découvert, n'hésitez pas parce que franchement, on passe un chouette moment. Puis alors, les nouvelles éditions, on va pas bien voir, mais elles sont... Le livre est sublime. Et puis, je vous ai déjà dit, c'est chez XO. J'ai un amour pour le confort de lecture de ces livres. C'est un truc de fou. Donc voilà, et je lirai la suite avec grand plaisir. On va complètement quitter l'univers de Noël et on va aller voir du côté de chez Marie-Antoinette. J'ai enfin découvert Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand. Ça fait mais tellement longtemps que j'ai envie de lire un de ses romans, parce que j'en entends beaucoup de choses très positives, et ça faisait longtemps. Je me suis décidée à acheter le tome 1, et je l'ai lu dans la foulée parce que j'avais juste trop envie en fait de découvrir. Donc en gros, il y a 4 ans, les bijoux de la comtesse du Barry ont disparu, et aujourd'hui, Marie-Antoinette a décidé qu'il fallait qu'on les retrouve et qu'on sache ce qui s'était passé. Donc elle va faire appel à 2 personnes qui en soi sont pas vraiment détectives, mais je vous rappelle qu'on est pendant la Révolution, et elle a besoin de personnes qui ont un accès facile, qui ont leur entrée assez facilement et qu'on ne pourrait pas soupçonner. Donc elle va faire appel à Rose, qui est une couturière, et à Léonard, qui est coiffeur. Donc couverture parfaite, parce que eux ils peuvent venir la voir, et elle va dire que c'est pour ses toilettes et pour ses coiffures, et également ils peuvent entrer normalement assez facilement chez les gens, puisqu'ils sont quand même assez réputés dans leur domaine. Et du coup, bah, ils ont un peu accès à la noblesse et à pas mal de gens, et en même temps, comme ils font partie de la classe qui travaille, ils ont aussi normalement accès et possibilité d'échanger avec un peu tout le monde. Sauf que quand Rose et Léonard sont convoqués par Marie-Antoinette elle-même, ils ne savent pas que c'est pas pour proposer des tenues ou la coiffer. Et quand ils découvrent qu'en gros ils pourront être à son service que s'ils arrivent à résoudre cette enquête, ils se disent qu'il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, surtout que l'un comme l'autre ont des gros problèmes financiers et qu'ils ont vraiment besoin de ce boulot. Donc ils partent à la recherche de ces bijoux. Ils vont vite découvrir qu'il y a eu un complot pas possible, et que tout ça est lié avec une peinture. Voilà, j'en dis pas plus. Ce qui est très sympathique en fait dans ce livre, c'est bon, déjà le fait qu'on soit pendant la Révolution, c'est assez sympa. Et puis également, ce qui est cool, c'est que Rose et Léonard sont très drôles en fait. Ils font vraiment la paire, c'est-à-dire que logiquement ils devraient travailler ensemble puisqu'ils ont un objectif commun, un but commun, et que finalement ils ont tous les deux besoin de ça, et qu'il n'a jamais été question de les mettre en compétition, mais malgré ça, eh ben non. Malgré ça, c'est joute verbale sur joute verbale, ils se mettent des bâtons dans les roues, c'est à celui qui arrivera le premier pour interroger un tel ou un tel, et c'était rigolo, franchement c'était rigolo, ça se lit plutôt bien. Alors je m'attendais à aimer encore plus, je vais être honnête, hein, je m'attendais vraiment à aimer encore plus vu tout ce que j'avais lu sur ces livres, mais maintenant j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé que c'était sympathique, ça se lit bien, j'ai bien aimé la plume de l'auteur d'ailleurs, et du coup je continuerai. Alors je vais pas les enchaîner, mais quand j'aurai l'occasion je m'achèterai le tome 2, et puis bah, je continuerai cette saga qui est sympathique, parce que j'ai vraiment en fait envie de voir l'évolution de Rose et de Léonard, voilà. Et pour ce qui est de la part historique, malheureusement je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, sachant que c'est pas la période de l'histoire de France que je connais le mieux. Je connais que mes basiques, hein. Donc ce que j'ai appris à l'école, et j'aurais peur de dire des bêtises, donc je vais pas m'étaler plus, mais en tout cas c'est vraiment très sympa, et franchement c'est très accessible, il faut pas vous bloquer sur le fait que ça se passe pendant la Révolution, mais vraiment vous bloquez pas là-dessus, parce que ce serait dommage en fait de se braquer à cause de ça, puisque c'est vraiment pas gênant, et même au niveau du vocabulaire, etc., c'est vraiment pas gênant. Voilà, donc une chouette petite lecture. Ensuite, je me suis enfin plongée dans les pages d'un roman fantasy, et j'ai lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et les gars, ça fait une éternité que je vous ai pas dit ça, mais je vous conseille vraiment ce livre. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas pu vous conseiller un roman de fantasy young adulte, parce qu'à chaque fois j'y trouvais des trucs, des vrais gros défauts à mon sens, hein, bien sûr à mon sens, puisque je sais que plein de gens ont aimé ceux que j'ai pas forcément aimés.
mais je trouvais qu'il y avait rien d'original, que je sais pas, que ça manquait de quelque chose. Et ben dans celui-ci, je trouve qu'on est bien, l'univers est chouette, les personnages sont chouettes, j'ai vraiment passé un super moment, et Cherry on the Cake, c'est un one-shot. Alors, le fait que ce soit un one-shot, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est bien dans le sens où quand tu l'as fini, t'as fini ton histoire, et c'est bon, c'est clos. Pour un roman de fantasy, c'est assez rare pour être souligné, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour tous ceux qui ont peur de se lancer dans la fantasy, justement, parce qu'à chaque fois, c'est des sagas à rallonge. Là, c'est pas le cas, il y a un seul tome. Par contre, j'ai trouvé que, du coup, la fin était peut-être un petit peu précipitée, du fait que, fallait clôturer l'histoire, en fait. Alors, soit il aurait fallu peut-être une centaine de pages en plus, soit peut-être le couper en 2 tomes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vrai que la fin était peut-être un peu précipitée, mais ça m'a pas non plus choquée et trop gênée, dans le sens où j'ai vraiment aimé ce roman. Alors c'est pas un coup de cœur ni rien, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, et je crois que c'est un des rares romans de fantasy que j'ai aimé. Alors j'aurais même pu vous le mettre dans le top 15, je pense, ou en tout cas il aurait été 16 ou 17ème, mais je l'ai lu juste après l'avoir tourné, donc mais vraiment juste après, et du coup voilà, c'était un peu raté, mais il est vraiment chouette, il est vraiment très chouette. Alors, on est dans je vais essayer de pas trop vous en dire, parce que moi j'y suis allée en sachant très peu, et je pense que c'est ce qui a aussi contribué au fait que j'ai vraiment passé un excellent moment. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, qui est orpheline, et qui du coup a été recueillie par une caste, on va dire, de bibliothécaires, j'ai toujours du mal à le dire, et elle, en fait, elle est devenue apprentie, et elle va devenir normalement gardienne des bibliothèques, sauf que, contrairement à ce qu'on imagine aujourd'hui, gardien de la bibliothèque dans cet univers, c'est pas le mec avec son trousseau de clés qui fait le tour du bâtiment toute la nuit. Loin de là. Là, ça veut dire que il faut protéger les livres, à savoir qu'il y a certains livres, alors les livres sont classés par catégorie 1 jusqu'à 10, il me semble, et en fonction de la catégorie du livre, eh bien il y a une vraie dangerosité ou non, parce qu'il y a certains grimoires magiques qui, mis entre de mauvaises mains, pourraient créer des choses assez catastrophiques, et il faut aussi savoir que les livres sont un petit peu vivants dans cette histoire, et que du coup ils peuvent être un peu dangereux. Tu peux, un peu comme dans le livre des monstres d'Harry Potter, tu peux te faire bouffer les pieds par un bouquin, sache-le quand même. Donc voilà, elle a un rôle assez important, en tout cas elle est apprentie pour avoir ce rôle-là, sauf que son mentor va mourir d'une façon assez particulière, et elle va avoir un geste assez héroïque, mais qui va pas être forcément apprécié par tous, et qui va poser quand même beaucoup de questions. De là, on va l'envoyer dans un endroit très lointain, où elle va être escortée par un sorcier, un magicien sorcier, et elle a été formatée en fait pour ne pas leur faire confiance, parce que dans cet univers-là, pour avoir des pouvoirs magiques, il faut passer un pacte avec un démon. Donc en gros, le démon va accepter de te donner des pouvoirs et faire de toi un sorcier, un magicien, sauf que en contrepartie, tu dois lui donner des années de vie. Et chaque démon est attaché en fait à une famille particulière, et du coup, le démon il se nourrit comme ça en fait, en prenant à chaque fois des années aux nouveaux successeurs de la famille. Donc elle va faire connaissance avec ces magiciens-là, découvrir qu'il y a quand même des choses pas très jolies, découvrir aussi que finalement tout ce qu'elle a appris, eh bien il faut peut-être le déconstruire, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas complètement vraies. Va y avoir forcément complot, manipulation, des petites courses-poursuites, beaucoup de magie, mais liée au démon. D'ailleurs on suit un démon qui est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé le magicien aussi, je me souviens jamais de son nom, Sorn, je suis tarte moi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi, qui est vachement profond et qui a vraiment une profondeur, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et on a un méchant, enfin voilà, on a plein de trucs, c'est vraiment un très chouette univers. En fait, quand on aime les livres et la fantasy, on peut qu'aimer ce bouquin. Voilà, alors il y a des choses que des fois Elisabeth fait où j'étais un peu dubitative, mais en même temps elle est pas trop cruche, on n'a pas de grande romance dans ce bouquin. On a des notions d'amour et d'attachement, justement liées au fait qu'il y ait des démons dans ce livre, que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a quand même pas mal de réflexions là-dessus. Donc voilà, j'ai passé vraiment un très chouette moment, je suis vraiment très contente de l'avoir lu, et je vous recommande de tout cœur ce roman, parce que vraiment, mais vraiment, c'est un super univers de fantasy young adulte, et en juste young adulte en soi comme ça, fantasy, peut-être que je finisse mes phrases, je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé en 2020. Clairement, je vous avais parlé de Dance of Thieves, mais je vous ai dit Dance of Thieves, j'ai aimé
surtout à cause de la romance en fait. Alors que là, non. Là, je l'ai aimé pour son univers, pour l'aventure, pour l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette, et du coup je vais surveiller ce que fait l'autrice parce que, bah écoutez, ma foi, c'était vraiment cool, et voilà, et du coup je vous recommande vraiment ce roman de fantasy qui est vraiment top en fait, qui est vraiment vraiment top. J'avais vu beaucoup d'avis très positifs, et j'avoue qu'en l'attaquant j'ai eu très peur, parce qu'en ce moment je suis vachement en décalage par rapport à plein de gens et à plein d'avis, et du coup ouais, j'avais un petit peu peur, et en fait non, toutes mes peurs se sont évaporées à la lecture du livre. J'ai mis un peu de temps pour le lire, mais parce que je l'ai lu pendant mes vacances, et pendant les vacances, j'avais un peu de mal à me concentrer sur la lecture, mais c'est vraiment un très 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 chouette roman de fantasy young adulte. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un roman dont vous m'avez parlé il y a pas longtemps. Bon, moi je l'avais déjà lu, mais c'est vrai que dans ma vidéo sortie livresque, vous avez été plusieurs à être très très étonnés que je ne vous cite pas le roman que je vais vous présenter. Alors en fait, si je l'ai pas cité, c'est uniquement parce que, d'un, je l'ai déjà lu, et de deux, je l'ai très moyennement aimé, et du coup, bah, j'allais pas vous dire que c'était la sortie qui hypait le plus, puisque, oui, le résumé me hypait, tout était là pour que j'adore, et finalement je me suis quand même pas mal ennuyée dans la lecture de ce roman, donc je l'ai pas dit, enfin je l'ai pas mis, c'est mieux. Donc il s'agit de La lumière dans les combles de Sharon Cameron aux éditions Gallimard. Alors moi c'est une épreuve non corrigée, donc ce n'est pas la bonne couverture, je vous mets l'affiche de la couverture juste là pour que bah, vous ayez vraiment, voilà, vous le reconnaissiez en librairie. Alors ce roman, il avait tout pour me plaire dans le sens où c'est un roman jeunesse qui traite de la Seconde Guerre mondiale. On est en Pologne, c'est en Pologne, hein. Je sais jamais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On est en Pologne, on va pas dans un camp ni rien, on reste en Pologne, on va parler un petit peu des ghettos, mais on va surtout suivre une jeune fille qui s'appelle Stefania, qui est une jeune fille polonaise, qui n'est pas juive, et qui va cacher plusieurs familles de personnes juives. Et moi, c'est ce qui m'intéressait et c'est ce dont j'avais très envie. Et en fait, je vous dis, pourtant il y avait beaucoup de choses pour me plaire, mais je suis littéralement passée à côté de tout ce livre. Je me suis ennuyée à plein de moments. Il y a plein de moments où j'étais en train de lire et ça m'intéressait pas et je m'ennuyais et c'était long et moi j'ai pas du tout adhéré. Il faut aussi savoir que ce type de roman, ça m'a fait le même effet. Alors attention, oui, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça m'a fait le même effet que quand j'ai lu Anne Frank. Je fais partie de ceux qui j'ai pas aimé en fait la lecture. Je trouve que son histoire, oui, est très intéressante et que c'est un joli témoignage. Donc oui, l'histoire est intéressante, etc. C'est un très beau témoignage. Mais c'est pas parce que c'est un fait historique et que c'est un témoignage que forcément c'est passionnant. Et moi concrètement, je me suis profondément ennuyée en fait en lisant le journal d'Anne Frank. Voilà, je suis honnête. Et La lumière dans les combles m'a fait le même effet. Alors pour raconter vite fait voilà, pour vous mettre dans le contexte, on est au début de la Seconde Guerre mondiale. On est en Pologne. On suit au départ une jeune fille qui s'appelle Stefania, qui vit dans une famille. Ils sont paysans. Et en fait, elle en a un petit peu marre de cette vie et elle va se débrouiller pour trouver du travail en ville, entre guillemets, dans l'équivalent d'une supérette aujourd'hui, tu vois, dans un petit magasin comme ça. Donc elle va commencer à travailler dans ce magasin qui est tenu par la famille Diamond, je crois que c'est ça, je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Donc la famille Diamond, qui est composée de la maman, du papa et de plusieurs enfants, notamment je crois qu'il y a quatre garçons, une fille qui vit déjà très loin et 4 garçons. La famille est juive, Stefania ne l'est pas, et elle va découvrir un petit peu la culture yiddish, etc. Je sais pas si ça se dit, je m'y connais pas trop. En tout cas, voilà, elle va découvrir un petit peu tout ça. Elle va surtout très rapidement être intégrée à cette famille, intégrée au point qu'elle va commencer à vivre avec eux et à les aimer profondément, à vraiment les aimer très très profondément. Elle va se rapprocher d'un des fils, vivre une petite histoire avec l'un des fils, sauf que la montée en puissance de l'Allemagne au sein de leur communauté va faire que ils vont devoir fermer le magasin, ils vont devoir au fur et à mesure, en fait, ils sont un peu à cheval entre les Russes et l'Allemagne, c'est assez particulier comme position, et bon bref, ils vont devoir fermer la boutique, et puis au bout d'un moment, ils vont devoir rendre leur appartement et aller vivre dans un ghetto. Donc toute la famille va devoir aller vivre dans un ghetto. La maman, enfin Madame Diamond, en fait, elle va dire à Stefania de faire une demande auprès de l'administration pour avoir une chambre parmi cette
dans le bâtiment et notamment dans l'appartement, pour qu'elle puisse garder en fait la maison, et en gros elle va lui dire voilà je te confie telle chose, telle chose, telle chose, essaye de nous faire passer un maximum de nourriture dans le ghetto pour qu'on survive. Du coup à partir de là, outre le fait qu'elle soit profondément attachée à cette famille, elle va aussi avoir une espèce de responsabilité sur les épaules, parce que elle a promis en fait d'aider la famille, et du coup elle va tout mettre en œuvre pour aider cette famille. Essayer de leur passer de la nourriture, elle va aller, elle va faire vraiment beaucoup de choses pour essayer de les aider, et il va arriver un moment où, je vous dis pas comment, je vous dis pas quoi, mais il va arriver un moment où elle va être amenée à cacher certains membres de la famille et d'autres personnes qui vivaient dans le même appartement dans le ghetto, et elle va devoir, voilà, elle va commencer à tout faire pour les sauver en fait. Et en fait, au départ, elle veut en cacher un, puis deux, et puis elle se rend compte que de toute façon, qu'elle en cache 1, 2, 3, 15, 20, voilà, c'est écrit derrière, en fait, voilà, elle se rend compte que peu importe le nombre de personnes qu'elle cache, de toute façon, la Gestapo pourra la tuer qu'une fois. Voilà, c'est un peu la phrase choc et clé du roman. En soi, Stéphania est un personnage qui est très fort et très courageux, et que j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'elle est très jeune, elle a entre 18 et 20 ans, elle va vivre des choses qui sont pas forcément faciles, elle va faire des choix et prendre des décisions qui, à chaque fois, sont là pour aider les autres, en fait, et voilà, c'est vraiment un personnage au grand cœur, et avec beaucoup de force et beaucoup de courage, et c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que j'ai continué, réellement c'est pour ça que j'ai continué, c'est parce que j'étais fortement attachée à ce personnage et à cette jeune fille. Mais à côté de ça, il y a très peu d'action, il se passe peu de choses, et je me suis quand même, personnellement, je me suis pas mal ennuyée en fait. Et voilà, mais je pense que ça vient de moi, ça vient peut-être aussi du moment où j'ai choisi de lire ce roman. Quoi qu'il en soit, concrètement, moi je me suis beaucoup ennuyée pendant cette lecture, même si je vous dis, j'ai trouvé que le personnage principal était incroyable. J'ai pas du tout aimé le fait qu'on y mette une romance, ça m'a gonflé, je vous le dis, hein. Pour tous ceux qui aiment pas ça, je vous préviens, il y a une romance, hein. Donc voilà, ça m'a gonflé, c'est quelque chose qui me plaisait pas. Voilà, tout simplement. Mais je pense que je suis juste passée à côté. Moi j'ai très moyennement aimé, je me suis pas mal ennuyée, j'ai pas forcément super adhéré à la plume, même si elle a rien d'exceptionnel. Je pense que peut-être justement j'aurais aimé qu'elle ait quelque chose en plus. Maintenant je vous rappelle aussi que j'ai lu énormément de livres sur le sujet, que j'ai mes petites pépites, voilà, ceux que j'ai adorés, qui m'ont touché en plein cœur et tout. Et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui je pense aussi qu'en tout cas en littérature jeunesse, ça devient très compliqué de réussir à surpasser ceux que j'ai adorés en fait, et qui restent encore aujourd'hui parmi mes préférés en fait. Je pense notamment au Fabricant de poupées, je crois que c'est comme ça le nom, je sais plus, je vous mettrai la couve là, qui est incroyable, ce roman est incroyable, et c'est vrai que du coup, bah voilà, pour l'égaler c'est plus difficile. Maintenant c'est pas un mauvais livre, et je pense réellement qu'il va plaire à plein de gens, mais voilà, moi avec moi c'est pas passé plus que ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté 5 romans, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce qu'en plus il y en a certains que j'ai lus il y a quand même 15 jours, 3 semaines, donc voilà, il fallait que je remette tout ça un peu en tête. Je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus, je voulais pas que ça devienne trop lourd, et puis voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les aimez ou pas, s'il y en a qui vous tentent, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, dites-moi si vous êtes tenté par celui-ci là, La lumière dans les combles. Personnellement, c'est un roman que je vais garder parce que je me dis que je vais peut-être dans quelques années avoir l'occasion de le relire, et peut-être que là il me parlera un petit peu plus. Je sais pas, on verra. Surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez fait des découvertes, ou même si vous n'avez rien découvert et que vous n'avez envie de rien lire, eh bien de rien lire de ce que j'ai présenté. J'espère en tout cas que ça vous a juste donné, pas Donnie, hein, Donnie on sait pas qui c'est, on s'en fiche, donc ça vous a donné envie d'aller voilà, vous installer dans votre coin cocooning, mais c'est pas possible, dans le coin cocooning, non, dans votre coin cocooning. Ça vous a donné du coup, attendez on recommence, voilà, que ça vous a donné envie d'aller dans votre coin cocooning avec un bon livre, et puis de passer un moment agréable avec une chouette lecture. N'hésitez pas à me dire quel a été le tout premier roman que vous avez lu en 2021, et ben moi le mien il n'est pas là.
Vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais je voulais absolument vous mettre celui-ci, donc du coup j'ai pas mis l'autre. Voilà, c'est tout. Du coup je vous laisse, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un petit mot, une petite trace de votre passage, à partager sur Insta et tout si vous en avez envie. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!